Bonjour Thibaut, merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui pour nous parler de ton expérience. Et tes objectifs sur l'ascension que tu vas faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience personnelle, celle qui t'a amené aujourd'hui à prévoir cette ascension? Toujours un peu aventurier depuis pas mal d'années maintenant. Et puis un voyage au Népal qui a été vraiment le leitmotiv pour les futures expéditions, qui maintenant sont des expéditions, mais qui à l'époque étaient un simple trek avec mon épouse qui a été victime d'un AVC en 2015 ou 2014, où on lui a simplement pas expliqué la cause, et du coup ça a été très important pour nous de combattre ça, pour combattre la peur en faisant un trek, et notamment en allant pour la première fois un sommet qui s'appelle Kalapatar au Népal, qui est juste au pied de l'Everest. Et quand on se retrouve au pied de l'Everest, on se dit laissez-moi 4 heures et je suis au sommet. Donc redescendre de Kalapatar avec qu'une idée en tête, redescendre et faire de l'alpinisme, mais vraiment de l'alpinisme, et pas de l'expédition, enfin pas du trekking, mais de l'expédition. D'accord. Et donc est-ce que tu as fait d'autres sommets entre-temps? Du coup, step by step, on commence gentiment. Donc j'ai fait il y a 1 an et demi un sommet qui s'appelle Imlung Himal en 2019 ou 20, je sais plus, 19, où on a fait 7186 mètres de mémoire. Pour situer, pour les personnes qui ne connaissent pas, par exemple le plus haut sommet du monde, il est à combien? 8848. D'accord, donc on n'est quand même pas bien loin du plus haut sommet du monde. On c'est est une expédition assez costaud. À titre d'information, et c'est ce qu'on voit souvent, c'est assez rigolo, à 7000 on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin, on est à la hauteur de croisière d'un Boeing A380. D'accord. Okay. Voilà. Sympa. Et par exemple, si on devait imaginer la différence entre ce fameux 7000 et le plus haut sommet, donc 4000 et quelques, combien ça prend un alpinisme, ces derniers 1000 derniers mètres? Il faut savoir qu'en alpi, on essaye de faire une acclimatation lente, donc on essaye de ne pas dépasser les 300, 450 mètres d'altitude par jour, d'ascension par jour. Donc c'est 3, 4, 5, 7 jours selon les conditions, et puis après il y a des temps d'acclimatation qu'il faut respecter, et surtout qu'à partir de la zone vraiment des 8000 mètres, en fonction des régions dans lesquelles on se situe dans la chaîne himalayenne, on rentre dans ce qu'on appelle la zone de la mort, où là on a 24 heures devant nous sans oxygène. Donc il faut se préparer, il faut être bien prêt sur les camps au plus proche de cette zone-là, redescendre, faire de la globule rouge, se reposer et faire une attaque et un sommet pour redescendre après sur les camps de sommet. D'accord. L'acclimatation, elle est bien sûr au départ quand tu y vas, mais quand tu redescends, est-ce que tu as aussi ces mêmes paliers d'acclimatation pour peu importe C'est comme en plongée, c'est la même chose que ce qu'on peut avoir en plongée. On peut faire des descentes qui sont rapides. Par contre, quand on remonte, on prend le temps de remonter avec des paliers. C'est la même chose. La descente là n'a pas de. Et puis on est très fort quand on descend. Déjà, je le souhaite. Normalement, on réussit le sommet et tout s'est bien passé. Donc on rentre en forme. Et surtout, le métabolisme est complètement habitué dans le milieu dans lequel il officie. Et on a le corps qui est rempli de globules rouges, entre autres. Et donc physiquement, on va très très bien. Donc ça va très vite. Des journées de 10 heures de marche, c'est 10-12 heures, c'est roulant. D'accord, oui. Ok. Et là, donc, le sommet que tu t'apprêtes à gravir, tu prévois une ascension de combien de jours? Alors, sur le global, l'expédition, elle va durer 44 jours, avec une tentative sommet qui devrait être aux alentours de début octobre, si tout va bien en météorologie. On a un départ qui est prévu dans l'avion le 24 août et un départ d'expédition au 1er septembre. D'accord. Donc 1er septembre, il y a 30 jours à peu près d'approche, 30-31 jours avec de l'acclimatation, de l'approche, une latitude de timing pour des événements météorologiques qui évidemment ne sont pas maîtrisés et qui font
ce qu'est l'alpinisme, pour moi en tout cas. Mais c'est ça, à peu près 30 jours et 15 jours derrière de redescente, un peu moins. D'accord, oui, donc 30 jours de montée, 15 jours de... Non, il y a 40 jours au réel, puisque c'est 30 jours de montée, 10 jours de fenêtre météorologique sur ces 30 jours, et on a 5 jours en gros de redescente. C'est ça les bons chiffres. Tu as l'air de bien t'y connaître, du coup, comme tu l'as dit, tu as fait plusieurs ascensions aujourd'hui. Celle-ci a une valeur particulière par rapport à toutes les autres. Il y a un objectif, hormis bien sûr l'arrivée au sommet, j'ai vu les ascensions. Pourquoi avoir choisi ce sommet-là et pas un autre? Est-ce qu'il y a une affection particulière, il y a quelque chose? Le sommet, c'est vraiment la cerise. C'est ce qu'on a pu dire aux différents interviews qu'on a pu faire avec Tendance.sport, dont on parlera tout à l'heure. Le sommet, c'est vraiment la cerise. Moi, je suis gourmand, je l'ai déjà dit. Le gâteau, c'est tout ce qu'on fait là en ce moment. C'est toute cette approche, cette montée, l'échange avec les associations, avec les sponsors. Ça, c'est le gâteau. La cerise, c'est vraiment le sommet. On l'a, tant mieux. Il n'y a pas d'échec. C'est que du plus. Pourquoi ce sommet? Il a une longue histoire, hein. J'invite tout le monde à regarder les différents médias qu'on a pu transmettre au travers des différents réseaux sociaux qu'on a su mettre en place. Le premier leitmotiv, c'est que c'est un 8000 et que j'en ai jamais fait. Il y a cette frontière de zone de la mort qui excite et qui fait plaisir à tout le monde. Moi, c'est pas du tout mon kiff entre guillemets, c'est vraiment simplement me dire bon bah là ça y est, on est sur un A380, on a du jet stream, donc du vent de l'espace, on est vraiment dans un autre milieu, et puis j'ai envie toujours pareil de repousser, de sentir. C'est vraiment un bien-être pour moi, et je cible pas un sommet particulier, je cible une expérience, une expédition. L'association Butterfly Project, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu l'accompagnes? Raconte-toi un petit peu autour de... Alors Butterfly Project, moi c'est une asso qui me tient vraiment à cœur, parce que j'avais déjà aidé avec beaucoup de guillemets cette association l'année dernière, il y a 1 an et demi, sur une école très reculée à la limite de la frontière chinoise côté népalais, où on est venu aider et participer à la construction d'une école, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que Butterfly Project, c'est vraiment une organisation évidemment au but non lucratif, sur laquelle elle travaille sur 2 grosses racines qui sont le droit des femmes et la scolarisation des enfants des villages les plus reculés, et particulièrement pour les enfants qui sont de parents Sherpas qui sont décédés en montagne, et qui du coup, en plus d'une scolarité qui est déjà très difficile au Népal, est là complètement abandonnée puisqu'ils doivent simplement travailler pour vivre. Donc c'est vraiment les deux secteurs d'activité sur lesquels ils officient. Après, l'avantage de Butterfly Project, c'est que c'est une organisation qui est petite, avec de gros moyens, en tout cas de grosses envies, puisqu'ils n'ont jamais assez de moyens, c'est une évidence, sur laquelle, typiquement, là, il y a 2 mois, j'ai plus les chiffres en tête, ils ont donné, je ne sais plus les chiffres, 200 kilos de riz, d'huile, un peu d'argent, de l'eau, à tous ces Sherpas, pendant que d'autres sont simplement pas payés, puisqu'on n'est pas en France, quand on est au Népal, il n'y a pas de chômage. Ils ont eu un blackout de 18 mois, donc pas de travail, aucune rentrée d'argent, pas de commerce ouvert. Butterfly Project était simplement là. Donc ils savent évidemment s'adapter en fonction. Le leitmotiv premier, c'est vraiment la construction d'écoles. Ils en sont à leur 4e école, donc ils ont évidemment besoin de soutien aussi bien financier que de visuel. Donc voilà comment on s'associe nous à travers cette expédition-là, à travers d'autres sponsors qu'on a trouvés ensemble grâce à Tendance.sport. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a réussi à créer cette émulsion. Il y a l'expédition, il y a l'alpinisme, c'est une certitude, mais il y a tout ce qu'on fait à côté. Il y a montrer ce qu'est l'alpinisme, montrer le peuple népalais, et cette émulsion, on en parlera dans une prochaine vidéo très certainement. Xylem qui va s'associer avec son association Watermark à Butterfly Project pour créer et générer quelque chose dans les villages. On le garde en suspense parce que c'est en train de tout se ficeler et se monter, mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est que toute cette aventure-là, elle a vraiment pris un essor et un élan qui
hors norme, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Et pour faire ce sommet, j'imagine que tu as dû mettre en place énormément de choses, entre autres des équipements comme là on voit là tout de suite, tu vas nous expliquer après comment ça fonctionne, mais également un soutien, que ce soit un soutien médiatique, un soutien financier, un soutien moral. Comment s'est passée cette partie-là au niveau des sponsors, par exemple? J'imagine que tu as beaucoup de sponsors qui te suivent. Alors, brièvement, qui ils sont et ce qu'ils t'apportent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une expédition, il n'y a pas qu'en France où rien n'est gratuit, au Népal non plus. Il y a des passeports qui sont nécessaires pour monter en fonction des différentes expéditions. Une expédition standard, ça peut valoir, qui s'appelle d'ailleurs plus un trek, 1 500 €. Une expédition pour l'Everest, sans équipement purement expédition, c'est entre 50 et 75 000 € aujourd'hui. D'accord, qui comprend tout l'encadrement pour monter au camp de base. Donc ça veut dire des porteurs, ça veut dire un Sherpa, ça veut dire l'oxygène, ça veut dire les tentes médecine, les tentes cuisine, les tentes pour dormir évidemment, pour se doucher, pour aller au sanitaire, les deux camps d'altitude. Enfin, c'est vraiment une enveloppe qui est complète. Mais dans tout ça, on part en slip. Donc il y a tout l'équipement qu'on peut le visualiser. Bon, a priori, il y a déjà des gens qui ont fait des mal des montagnes et qui se sont retrouvés en slip en haut de l'Everest, mais c'est pas le but. Donc pour ça, il a fallu trouver des sponsors. J'ai eu la chance de rencontrer, vraiment par le gré du plus grand hasard, Thibaut qui travaille en collaboration avec toi, du coup, Anthony, sur Tendance.sport et Tendance Média. Et puis ça a matché de suite. Hein. C'est clairement une boutique avec une histoire d'homme avant toute chose. Et on a monté le projet petit à petit en partant de pas grand chose et d'une idée simple et folle, c'était de réussir. C'était l'idée qui était commune à chacun. Et puis step by step, un des leitmotifs très très forts au Népal, mais qui peut être aussi un mot pour Tendance.sport, on a réussi à monter tous les visuels, le site internet, les réseaux sociaux, à créer vraiment un environnement et une dynamique autour de cet événement-là. La mayonnaise, elle a bien pris, ça a fait son bonhomme de chemin, et aujourd'hui, on est à 35 000 € de sponsors, avec des sponsors majeurs. Parlons rapidement de visuel en l'occurrence. Tu disais du coup qu'ils vont s'associer avec Butterfly Project. C'est grâce à toi? Ouais, grâce à tout le monde. C'est la team Vadowski qu'on a su créer, c'est cette marque qu'on a su créer. Les deux marques de se connaître et de créer quelque chose ensemble. Clairement. Donc on est vraiment dans le... t'as fédéré. C'était vraiment l'objectif, c'était pas... moi je suis pas quelqu'un qui se met en avant, j'aime pas, c'est pas dans ma nature. L'objectif il était vraiment de transmettre, on sort de quelque chose qui est compliqué, tous autant qu'on est, c'était de transmettre, partager, communier. Et aujourd'hui, ça se fait naturellement au travers d'un projet, et c'est ça qui est génial. Quels sont les autres sponsors qui te suivent aujourd'hui? Ils sont nombreux. On va essayer de tous les citer, mais on n'y arrivera pas. Mais il y en a plusieurs. On a Racer, c'est un équipementier pour tout ce qui est moto, etc. Donc ils ont vraiment fait le choix de donner des gants, des choses comme ça qui me permettront d'aller jusqu'à une certaine altitude. Donc c'est de la dotation, mais pas que, parce que c'est un réseau sur lequel on a pu jouir. Très cher, hein. C'est pas une simple. En plus, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est très très cool. On a la SFIC, on a Jean Granu Monaco, Xylem dont on a parlé tout à l'heure. On a Pauline Klein qui a designé certaines affiches. On a Signa, on a toutes les portes, la Bombilla qui nous a suivis aussi en dotation. Et Cloisol Sud aussi évidemment. Puis voilà, c'est à peu près déjà bien. C'est génial d'avoir réussi à pouvoir engager autant de marques autour de toi dans cette expédition. Du coup, comme tous les novices, je vais te demander de nous expliquer, de nous faire un peu rêver avec tout ton équipement. Raconte-nous un petit peu à quoi
comment ça fonctionne? Donc là, on a des mousquetons. Okay. Ça va, j'ai réussi à. Ouais, bon, mousquetons et mousquetons améliorés, bon, on va pas épiloguer dessus. Les principaux, c'est ce qu'on appelle le joumar. Okay. C'est une poignée. J'ai le secours ici. C'est une poignée par laquelle on vient placer une corde nylon qui est tirée. On le referme et en fait ça nous permet d'avancer, quoi. Voilà, ni plus ni moins. On s'accroche au baudrier pour être en sécurité. Et si jamais on a une prise qui est pas bien prise, qui est pas bien faite ou je ne sais quoi, on glisse, on est toujours retenu par cette poignée qui s'appelle un joumar. D'accord. Pour la petite anecdote, j'avais un autre joumar d'une autre marque que je ne citerai pas sur Imlung, et ma moufle ne rentrait pas dans mon joumar. Et du coup, engelure sur le doigt, quoi. Voilà. Ah, parce que du coup, alors, t'as enlevé ta moufle pour pouvoir me servir du joumar. Donc ça c'est quand même quelque chose, tu m'expliquais hors caméra. On est quand même dans des conditions extrêmes. Ouais, pas toujours, mais ça caille un peu. Bah, tu peux perdre facilement un membre si celui-ci gèle. Oui, après il y a des différentes catégories, il y a plein de choses, mais oui, ça peut aller vite. Ouais, il faut... Et comment tu fonctionnes? Parce que donc, je crois que tu as plusieurs couches pour éviter la transpiration qui, elle, va amener ce... Exactement. Et je te coupe, mais le secret en montagne, c'est clairement de ne pas transpirer. Il y a certains Sherpas qui très certainement en jouent pour en faire peur ou pas, mais bon, on ne s'amuse pas non plus. Quand on transpire, on meurt parce qu'on gèle. Okay. En gros, c'est ça. Alors, c'est toujours pareil, à toute proportion gardée, il y a des hauteurs différentes. On transpire à 5000, c'est comme si on transpire au bord de la mer, il ne faut pas non plus en faire tout un flop. Par contre, c'est sûr que notre premier ennemi en montagne, c'est l'humidité. Okay. Les chaussettes, on a toujours une paire de chaussettes dans un pochon qui est contre le corps, parce que si demain on se couche, les chaussettes on les laisse dans la tente, elles gèlent, le lendemain on les met pas, c'est du carton. Okay. Donc c'est toute une organisation, une rigueur à avoir quand on est en montagne, quand on est en haute montagne, pour éviter des problématiques qui paraissent bénignes et qui peuvent nous coûter très très cher. Donc le cheminement, c'est d'être comme un oignon, d'avoir plusieurs couches qui s'adaptent en fonction de nos températures. On va avoir des pare-pluis évidemment haut et bas pour s'il y a vraiment de la neige qui tombe ou de la pluie de verglaçée. On va avoir des couches chaudes, on va avoir des couches qui vont nous permettre de transpirer, mais ça sera à l'extérieur, ça s'appelle des R1, à l'extérieur de l'équipement, ce qui fait qu'on n'aura pas de gel directement sur la peau, mais sur la bille. Okay. Donc voilà, il y a tout un système d'affaires techniques qui coûtent assez cher, mais qui sont là vraiment pour s'adapter à chaque milieu. Donc on a des vestes de sommet dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est ton... C'est mon matelas. C'est ton matelas. C'est mon matelas pour 40 jours. Alors, ouais, on voit que c'est quand même relativement rudimentaire. Très confortable. J'avoue. Non, faut avoir... Ça, le principe c'est que ça reste léger. Exactement. Et que ça puisse être transporté facilement. C'est ça. Ok. Et c'est pas pour avoir du confort, c'est vraiment... c'est un isolant thermique en fait. T'es sûr d'avoir un peu de confort avec ça? Un petit peu. C'est assez super à molletonner. Et très doux. Non, c'est clairement un isolant pour pas être en contact direct avec la neige ou la glace. C'est pour s'isoler du froid très clairement, quoi. Et après, pour répondre encore en termes d'équipement, on a des équipements qui tiennent typiquement les vestes et les pantalons de sommet, on tient jusqu'à moins 30 degrés, et après on a des équipements complémentaires qu'on se met dessus qui permettent de descendre encore plus bas. Bon, après plus bas, il faut pas non plus rester trop longtemps dehors. Ça n'arrive pas forcément en haute montagne, c'est plus du ressenti qu'on a, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, on a du jet stream, donc du vent de l'espace, donc des vents qui peuvent être très très forts, et là on a des températures qui descendent très très bas. Voilà. Donc faut
pas traîner. Ouais, c'est vraiment il y a toute une logique et une organisation vestimentaire à respecter. Ouais. Bon, et alors ça c'est le petit pionnier que beaucoup de monde connaissent, mais alors il y a plusieurs utilités, j'ai l'impression. Bon, alors ça c'est un piolet qui est très générique, hein. Il est pas pour de la cascade de glace, il est pas... Moi j'aime bien rester à ma place avec des choses simples. Donc il est assez polyvalent. Moi je les aime avec une assez belle longueur, parce que tout simplement je peux m'en servir pour marcher. Alors on se dit, mince, la personne est un peu petite, après il ne faut pas oublier qu'on est dans des courbes à 55 degrés. Oui, donc finalement il est assez grand. Okay. À quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Ça peut servir tout simplement d'une manière assez bénigne avec ce côté-là, à aller chercher de la glace. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait fondre pour boire, parce qu'on s'imagine bien que pendant 44 jours, c'est un des premiers défis en alpinisme, on doit boire entre 5, 6, jusqu'à 8 litres d'eau par jour pour éviter des mal des montagnes. Donc ça fait fondre bêtement, chauffant. On a des réchauds à gaz, donc on va chercher de la glace avec... Ça alourdit ton partage. Et vaut mieux aller chercher de la glace et porter 6 litres tous les jours que partir avec 6 fois 44 litres. Mais le réchaud, il n'existe pas des solutions plus... Non, aujourd'hui c'est que des réchauds. Après c'est pas très lourd et puis c'est des choses qu'on monte de camp en camp, on en parlera dans un second temps en termes de manière, mais on part pas avec 400 réchauds. Et pour finir sur le piolet, donc ça c'est pour toute la partie glace, quand on a besoin de cramper, c'est aussi pour la partie, donc ça on peut se l'accrocher au baudrier, simplement on glisse. Bon, il y a des postures et puis on vient cramper, et ça nous retient en cas de glissade aussi. Bon voilà, puis ça permet aussi de tailler des marches quand il y a besoin en altitude. En général on laisse faire le Sherpa parce qu'on est un peu fatigué et feignant, mais... mais voilà. Tout à l'heure, tu fais le Sherpa. Tu me parlais aussi également de la partie secourisme, en cas de problème. Ouais. Donc là, je vois le petit walkie. Ouais, c'est un téléphone satellite. Téléphone satellite, ok. Bon, on le verra, j'ai eu un de mes anciens sacs d'expé qui est là. C'est un téléphone qu'on a en permanence sur soi. Hein. Moi, je le clip simplement ici, donc je l'ai tout le temps à portée de main. Bon, c'est un téléphone satellite, donc il faut avoir un satellite au-dessus de la tête. Ça marche pas trop mal pour communiquer. Il faut savoir que c'est pas du tout un téléphone avec lequel on appelle, hein, c'est que des messages qu'on envoie. Okay. Donc il faut avoir conscience que quand un satellite il passe au-dessus de cette chaîne-là, du sommet, il faut attendre le prochain. Ok. D'accord. Donc ça peut, ça dépend. Il faudra bien vérifier ce que je dis, mais je crois que par rapport au forfait que moi j'ai, c'est comme un Orange, ça couvre X satellites. Bah, ce forfait-là couvre Y satellites. Je crois qu'il y a 87 satellites. Sinon t'attends le prochain. Exactement. Okay. Et donc en termes de sécurité, ce qu'on a, c'est que, on peut le voir là sur le côté du téléphone satellite, on a une petite touche SOS. Et simplement, on le déclipe, on appuie, et on va nous poser des questions au travers du téléphone satellite, qui nous garantit un marquage à moins d'1 mètre sur ce produit-là. Et en fait, on nous envoie un hélicoptère pour venir nous chercher. En sachant qu'en montagne, la problématique, c'est que les hélicos au-dessus de 6000, 6005, c'est compliqué. Donc il faut faire gaffe. Et ça rassure la famille, ça rassure d'avoir ça permet de communiquer. Au-dessus de 6005, c'est un smartphone. Là-dessus, je peux consulter la météo. Moi, je communique énormément. Ça va nous servir de communication pour que moi j'échange avec Tendance.sport pour qu'on puisse justement transmettre au mieux les infos sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, etc. Mais évidemment, il y a d'un sens et de l'autre des informations qui peuvent être transmises. Bon, c'est quand même pas mal rassurant de savoir que je pars avec ça. Et l'autre avantage que ça a, c'est qu'on peut me suivre à 1 mètre près. C'est-à-dire que j'ai un signal qui est envoyé, donc on voit le tracé sur les cartes qui sont effectuées. Donc ça, on gardera très certainement pour le mettre en place pendant l'expédition, et qui permettra de visualiser le sommet du plus proche qu'on puisse le voir. Raconte-nous brièvement ainsi que les entraînements, l'entraînement sportif, mental, comment tu as vécu ça? Alors,
on va scinder les deux, hein, c'est plus simple, le physique et le mental. Le mental, c'est une première pour moi. On a fait un travail avec Thierry Loret, d'ailleurs, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, un membre de la team Vadowski. Préparateur mental. Qui est un préparateur mental, qui travaille dans du PNL, qui est conférencier aussi. Enfin, je vous laisserai aller voir sur notre page de toute manière ou sur notre site internet, il y a tout le concernant. Qui a animé notre dernière conférence. Qui a animé la dernière conférence, tout à fait. Enfin, bon, un avion de chasse mental. Et qui m'a vraiment fait travailler sur des choses très simples et à la fois des choses bien plus complexes pour vraiment appréhender au mieux. C'est pas se substituer à un danger, mais en tout cas c'est ancrer un danger pour réagir au plus vite en cas de problème, parce qu'on l'aura, ou en tout cas on aura déjà eu la sensation de l'avoir vécu. Voilà. Donc on a travaillé dans ce sens-là pour la préparation mentale en danger, on a travaillé dans ce sens-là la préparation mentale pour le sport, à répéter des mouvements pour que ce soit plus facile, beaucoup moins douloureux dans le quotidien. Sur la respiration, sur la cohérence cardiaque, voilà, il y a tout un tas d'exercices qui ont été faits. On pourra faire un laïus que sur cette partie-là qui est extrêmement enrichissante pour ma part. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur de la chimie, sur de la physique, c'est sur des neurotransmetteurs. Enfin, on ne se rend pas compte la gestion du corps, à quel point la préparation mentale a une importance dans tout ce qu'on fait, et évidemment encore plus dans des conditions qui sont extrêmes comme celles dont on va faire face dans une trentaine de jours. Et tu m'expliquais aussi que tu courais quand même un petit peu. Quelques kilomètres par semaine. Non, là Cette préparation physique, comment tu... Là, c'est la dernière ligne droite en prépa physique, donc les semaines sont un peu chargées. Il y a beaucoup de gens qui diraient qu'il faudrait un peu redescendre le niveau. Il faut savoir que je me justifie en disant ça, c'est que quand je vais arriver au Népal, il y a de fortes chances que je sois confiné pour 5 à 7 jours. Donc j'en profiterai là pour me détendre et relaxer un peu tout ça. Mais là en ce moment, c'est, titre d'exemple, on est mercredi aujourd'hui si je ne m'abuse, lundi 1 heure de course, lundi soir 30 minutes de rameur, 20 minutes de vélo, 40 minutes de masque de réalité virtuelle pour les appuis, 40 minutes de vélo, le mardi matin 1h10 de course en montée, 1h20 de vélo le soir. Enfin voilà, c'est un rythme qui est assez sympa. Ce soir c'est natation. Voilà. La prépa physique, elle a une importance qui est évidente, mais ça fait pas tout, hein. C'est ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est vraiment la prépa mentale qui est importante. Si on n'a pas envie d'y aller, on peut se préparer autant qu'on veut physiquement, on n'ira pas. La prépa physique, elle sert à quoi? Moi, je la travaille pas pour être un bourrin physique et musculaire et tout passer en force. Pourquoi? Parce que c'est mon point de vue. Dans l'alpinisme, si la montagne elle n'a pas envie de nous accueillir, on peut être bodybuildé, un sprinter, un marathonien, ce qu'on veut, ça marchera pas. Moi, je travaille que pour que mon rythme cardiaque soit au plus bas, travailler vraiment ma VO2, pour ceux qui connaissent un peu, la VO2 max, et vraiment avoir la capacité d'être tout le temps conscient de ce que je fais. C'est le plus important en montagne. Et à partir du moment où j'ai cette conscience, il y a une phrase qu'on dit régulièrement, qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À partir du moment où on a cette conscience, on peut tout faire. Et pour avoir cette conscience, il faut être dans la maîtrise de ce qu'on fait. Donc je travaille que pour avoir ce rythme cardiaque qui est très bas, qui me permet d'avoir systématiquement les idées claires, de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et après, ça roule, hein, step by step. Hein. Super confiant. On est très content. Et tu as fait une expédition, une ascension récemment pour pouvoir t'entraîner en Suisse. Tout à fait. Quel était le... On a fait les 3 pics de mémoire. On devait partir sur 2 jours et faire le Dôme, ça s'appelle, qui est un sommet à 4545 mètres en Suisse, sauf que en mois d'août c'est connu, il a neigé et on a eu
On a eu la chamade en haut, donc on n'a évidemment pas pu le faire. Mais c'était très très cool, ceci étant, parce que j'ai pu retrouver Norbou, qui est le Sidar, qui est le chef des Sherpas. Donc tu parlais du Sherpa, donc le Sherpa il t'accompagne, tu as sa vie et lui aussi, enfin vous avez vos vies entre vos mains. Détaille-nous rapidement, qu'est-ce qui fait le Sherpa? Le Sherpa, c'est vraiment tout sauf un porteur. C'est un guide de haute montagne, c'est un puits de science qui va nous guider et qui va repérer où il y a des crevasses. Attention, on est sur de la glace bleue. Moi, j'ai pas une expérience d'une Elisabeth Révol, d'autres grands, des Denis Surubko ou des gens comme ça qui ont la chance et la capacité de pouvoir faire de l'alpinisme de manière alpine, comme on peut l'entendre, où ils sont vraiment seuls, encordés avec un pote à eux, et puis ils font leur bonhomme de chemin. Le Sherpa, c'est vraiment le guide qui va nous montrer, nous expliquer, nous coacher. Il faut boire, il faut manger, il y a des fois où on n'a pas envie. Enfin, moi, je le prends vraiment comme ça, c'est un atout, le Sherpa, quoi. Clairement, c'est un guide de haute montagne, c'est un frère, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai eu une chute de pierre, je suis resté tétanisé en regardant la chute de pierre qui arrivait sur moi, sur un truc mais vraiment très simple, mais simplement fatigué. Et mon Sherpa, il m'a enlacé. Et il a pris toutes les pierres dans le dos, dans le sac, quoi. Il n'est pas obligé de le faire, c'est pas un porteur, un Sherpa. Voilà, c'est un petit peu notre ange gardien. Tu es avec ton Sherpa, vous montez donc à ce que tu appelles des camps. Donc camp de base, et après camp 1, camp 2, camp 3. Brièvement, comment ça fonctionne? C'est les fameux paliers que tu expliquais, comment... D'acclimatation. Tout à fait. Alors, oui et non, c'est... parce que tout à l'heure, je disais, on fait des 300 mètres d'ascension maximum, des fois on fait 1000 mètres, parce qu'entre le 0 de départ et le 1000 mètres plus haut, on ne peut pas mettre une tente, simplement. Donc ça va être le camp 1, par exemple. Donc comment ça fonctionne? C'est qu'on a un camp qu'on appelle camp de base. En l'occurrence, là, pour la prochaine ascension, qui devrait être aux alentours des 5400 mètres, ce camp de base, c'est vraiment notre salon. Attends, le premier camp de base est déjà à 5000 mètres. Ouais, un peu plus de 5000, ouais. C'est vraiment notre salon, c'est là où on vit, c'est là où on est bien. Jusqu'au camp de base, sans combien de temps tu vas mettre pour monter jusqu'à ces 5000 mètres? 6-7 jours, pas plus. Donc tu n'as aucun rapport avec d'autres personnes, d'autres alpinistes, avant le camp de base? En fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, en fonction vraiment, tu as des seuils où tu as des touristes, tu as des alpinistes qui démarrent, qui vont jusqu'au camp de base et qui rentrent. Et puis à partir du camp 1, camp 2, là on commence vraiment à avoir de l'alpi. 5000, j'imagine. Camp 1, tu es à 6-4 à peu près. Pour certains, c'est déjà une ascension en tant que telle. Ce qui est déjà le cas, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas oublier le plus haut sommet en Europe, c'est le Mont Blanc. Hein. On est en dessous de 5000, donc c'est pas une balade en forêt. Il faut pas, même si c'est une approche, même si c'est plein de choses, il faut quand même relativiser tout le temps. Mais c'est pas si simple. Donc on a vraiment le camp de base qui est notre salon, qui est là où il faut vraiment se sentir bien, se reposer, c'est qui va nous permettre de faire des jours d'acclimatation. Et après on a des camps d'altitude, donc camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 pour cette expédition, puis sommet, donc évidemment on dort pas au sommet. Pour se situer un peu, les camps d'altitude, le camp 4 il est un tout petit peu en dessous des 8000, puisqu'on essaie de dormir sous la zone de la mort. Donc le camp de base est sur les 5000, donc on a 3000 mètres de dénivelé sur lesquels on a 4 camps. Voilà. D'accord. Pour se situer. Et donc le déroulé, c'est qu'on fait camp de base, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, sommet, mais on le fait évidemment pas comme ça. On fait camp de base, camp 1, camp 2, on peut redescendre. En fait, ça va vraiment dépendre des ouvertures météorologiques, de comment on se sent, de la cordée, comment elle se sent, c'est très important. Il y a des gens qui font camp de base, sommet, voilà, il n'y a pas de règles réellement écrites. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, et en tout cas moi, je prône beaucoup plus une montée lente, qui me permet de m'acclimater plus gentiment et être en forme au sommet plutôt que d'arriver fichu sur le sommet et pas profiter. Et le sommet, c'est bien, mais la descente, Il faut penser que l'expédition ne se termine pas au sommet, elle se termine quand tu es rentré. Il y a beaucoup d'accidents qui sont sur les descentes. Hein. C'est hallucinant. La fatigue.
La Aussi, fatigue. ok. La fatigue, puis t'es à 300 mètres du sommet, 300 mètres de dénivelé, tu le vois comme ça, tu te dis tu me laisses 2 heures, j'y suis, tu mets 8 heures. Ouais, d'accord. Puis t'es en haut, tu te dis bon bah ça y est. Mais Bah en fait il en reste 12. Il faut redescendre. Ah ouais. Parce que tu peux pas rester au sommet, tu peux pas planter l'avance. Au Quand t'es sommet, arrivé, il faut obligatoirement que tu descendes en fait. ouais. Au sommet t'as 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum. D'accord. Et 20 minutes c'est déjà extrême. Ok. T'as 20 minutes pour planter tous les drapeaux. Sans oxygène, passer la zone des 8000, t'as 24 heures. D'accord. Voilà. Ok, c'est encourageant. Ouais, c'est Bah cool. écoute, tu resteras peu de temps. Suffisamment, Tu viens de nous raconter Avec grand plaisir. la suite. Et comment tu vois la suite après Est-ce que tu as déjà une idée de comment va se passer après ton retour? Parce que, sans trop en dire, tu vas nous raconter, mais c'est quelque part la continuité d'une aventure qui va vers un objectif peut-être encore plus grand. Bah, comme on l'a dit en début de session, comment est né l'alpinisme, c'est qu'à la Patard avec l'Everest au pied. Donc la prochaine expé, très certainement 2023, on le regardera tous ensemble, mais ce sera très certainement l'Everest. J'ai l'impression que beaucoup d'alpinistes parlent de l'Everest. C'est la consécration de l'alpinisme, l'Everest? Non, parce que Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de... ce qui fait, c'est que c'est le numéro 1, c'est 8848 mètres. Okay. Après, c'est pas un sommet qui est très compliqué. Okay. Techniquement, il y a beaucoup de monde, moi c'est ce qui me gêne. Mais je pense qu'il faut le faire rapidement parce qu'on sait ce qui se passe en ce moment en termes d'écologie et que ça va pas durer l'Everest. Donc j'aimerais bien le passer rapidement, quitte à le repasser dans 10-15 ans avec les mêmes photos prises au même endroit et un peu comparer parce que ça évolue très très vite tout ça et que j'ai vraiment pas envie de le louper, quoi. Nous, on sera là en tout cas. Avec grand plaisir. Et pour terminer, donc ce petit mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces jeunes, toutes ces personnes qui ont envie de se lancer dans l'expédition, qui veulent tester, ou puis pour les entraîner là-dedans, dans cette passion? Il faut déjà, il faut pas hésiter. Après, je pense qu'il faut savoir rester à sa place, c'est-à-dire que on se réveille pas un matin, on se dit pas je vais faire un 8000. Ça existe, hein, on en parlait encore avec le film d'Ahmed Silla, là-haut, je crois que ça s'appelle. Il y a des conditions physiques, il y a plein de choses, il faut que tout soit bien aligné pour que ça fonctionne. Et je pense que ça peut fonctionner de se dire on démarre par un 8000. Moi, ça n'a pas été mon choix parce que j'aime bien ne pas griller les étapes. Donc c'est vraiment prendre son temps, y aller step by step, découvrir la montagne. On peut aller au Népal, moi j'invite tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui discutent, non mais moi je vais d'abord faire le Mont Blanc avant d'aller au Népal, tu te rends compte, 5000. Le Mont Blanc c'est beaucoup plus technique qu'un 5000 au Népal, quoi. Alors c'est sur 3 jours, le Mont Blanc 2 jours, ça peut passer, mais le Népal c'est certes plus long, mais ça reste de la marche jusqu'à 5000, après c'est en fonction de comment on se sent. Pourquoi y aller step by step et la plus importante des solutions, c'est que le corps il a vraiment une mémoire de l'altitude et qu'une fois qu'on est monté à 5000, quand on revient 2-3 ans après, le corps il sait comment réagir à 5000. Vraiment. Ça moi c'est quelque chose que j'ai ressenti et d'où c'est un peu mon appréhension future, c'est comment je vais me sentir à 8000. J'ai jamais été. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment premier, foncer. Il n'y a pas mieux pour se retrouver, il n'y a pas mieux pour le dépassement de soi, pour faire son chemin. Et le deuxième, c'est qu'il faut y aller par étapes. Il faut y aller par étapes. Et il faut surtout se dire qu'on est dans un environnement qui est... Enfin, moi, je suis béni quoi, de pouvoir aller là-dedans. J'ai une chance folle, clairement. En tout cas, suivez ses conseils. Suivez Thibaut sur tous ses réseaux, il va nous expliquer tout au long de son voyage comment ça se passe, on transmettra toutes les informations et on se dit à la rentrée avec des superbes anecdotes. Avec grand Merci plaisir. Thibaut, merci à toi d'avoir été là.